Nous allons maintenant passer à notre prochaine session. Nous sommes emballés d'avoir cette présentation. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent donc, en ce qui a trait au cancer du rein. Il y a beaucoup d'intérêt à ce sujet. Donc, parfois, il faut aller dans un centre de cancer pour obtenir ce traitement. Donc, on parle d'ablation par radiofréquence et par cryoablation. Donc, nous avons Dr. Oleg Mironov qui est avec nous aujourd'hui et qui nous en parlera. Donc, bonjour, comment allez-vous? Bien, je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un sujet vraiment important pour la communauté euh, de gens. Donc, Monsieur Dr. Mironov a obtenu son diplôme de médecine de Sunny Downstate University et il est spécialisé en traitement et la recherche en radiologie d'intervention à l'Université Health Network de Toronto. Donc, vous travaillez donc avec différentes technologies d'ablation. C'est votre spécialité. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Je vais faire un partage d'écran. Donc, mon sujet aujourd'hui est sur le rôle de la radiologie d'intervention dans le traitement du cancer du rein. Donc, je suis Dr. Mironov. Je pense que la première chose dont il faudrait parler, donc, qu'est-ce que la radiologie d'intervention? Donc, c'est la première question que je peux poser. Nous sommes une sous-spécialité de la radiologie de diagnostic. Nous sommes axés sur les procédures. Donc, on le fait guidé par l'imagerie avec des CAT scans, donc, mais pas nécessairement des caméras. Donc, nos procédures sont généralement pas très invasives. Nous le faisons via une ponction avec une aiguille. Donc, on traite différents types de conditions et des gens en utilisant donc l'aiguille guidée par l'imagerie. Donc, notre formation est un peu différente de celle de la médecine et de la chirurgie. Il y a quand même des croisements avec les spécialités cliniques traditionnelles, mais nous sommes quand même une spécialité distincte. Et donc, cette formation est entrée dans l'interprétation de l'image, de l'imagerie. Donc, si on regarde les masses rénales, elles sont assez communes et elles peuvent se présenter donc à des stades précoces ou avancés. Donc, on a besoin d'un diagnostic pour optimiser le traitement. Donc, on peut les identifier utilisant différentes techniques d'imagerie, mais souvent, nous allons faire des biopsies. Elles sont généralement nécessaires pour exclure les masses bénignes qui pourraient, comme par exemple les oncocytomes. Donc, aussi, les biopsies sont nécessaires dans des cas avancés pour adapter la chimiothérapie. Biopsies, typiquement, elles sont faites, c'est une procédure d'un jour, en fait. On les fait sous anesthésie locale et sédation. On utilise donc un ultrason et donc une aiguille qui va entrer dans le tissu. On ne fait pas d'excision, c'est vraiment une ponction avec aiguille. Et normalement, les gens quittent dans la même journée, mais on reçoit les résultats aussi dans 1 ou 2 ans. Donc, on a un risque de saignement, d'infection et de lésion quand même aux autres structures. Donc, il y a eu certaines préoccupations auparavant au niveau de la répartition, la diffusion de tumeurs signifiantes, mais ce ne sont pas toutes les masses donc rénales qui vont avoir une biopsie. Donc, qu'est-ce que les masses rénales petites? On parle ici de maladies T1A. Donc, c'est des masses qui sont de moins de 4 cm. Généralement, donc, ça peut être lié avec des choses qui sont pas liées comme un accident, un traumatisme quelconque.
Parfois, elles sont identifiées à ce niveau-là après un accident. Donc, leur apparition sur les résonances magnétiques et les CT, on voit une petite masse donc, sur le rein. Donc, on peut regarder sur le scan, donc qu'on voit une petite masse. Donc, on peut donc faire, la meilleure façon est de faire une résonance magnétique ou un scan CT abdominal. Donc, on a besoin généralement de 3 phases, donc avant le contraste artériel et veineux. Au niveau de l'ablation, qu'est-ce que l'ablation? C'est en fait une biopsie plus. Donc, j'ai parlé d'ablation, j'ai parlé de biopsie et d'ablation. Donc, en Ontario, on fait l'ablation du rein sous radiofréquence, on appelle ablation par radiofréquence, ou bien sous chaleur, ou bien sous refroidissement. C'est plus récent, en fait. Donc, on voit que l'efficacité d'ablation et la sécurité dépend vraiment de d'où la masse est située et de sa taille. Donc, typiquement, un patient est normalement vu par un neurologue après avoir fait une biopsie et qui peut donc confirmer la présence de cancer. Et ensuite, après la consultation, on a une rencontre avec un radiologiste d'intervention et pour planifier l'ablation. Une autre chose que je pourrais mentionner, dans notre centre, nous discutons de nos cas dans des groupes multidisciplinaires pour nous assurer que toutes les spécialités, les spécialistes pertinents sont impliqués dans la discussion. On a donc des oncologues, radiologues. Donc, le processus de décision doit être optimal pour le patient. Donc, comment l'ablation fonctionne-t-elle? Ou qu'est-ce que l'ablation? Donc, on parle de ablation par radiofréquence. On applique donc un courant de 350 à 500 kHz à travers une sonde. On voit donc une augmentation de la température, une augmentation de la température des tissus qui sont environnants. Donc, jusqu'à ce qu'on amène une température qui soit létale. La tumeur n'est pas retirée, elle reste là, mais les cellules sont mortes. Donc, le traitement se termine lorsqu'on a atteint la température adéquate ou bien l'impédance, qui est une mesure, l'impédance donc des tissus de position en lien avec le courant. Donc, normalement, on va mettre des plaques sur les cuisses des patients au niveau du courant pour faire passer le courant. Si on regarde maintenant la cryoablation, c'est une technologie légèrement différente. Elle travaille fonctionne un peu comme un réfrigérateur ou une air climatisée. Donc, il y a une baisse de température qui est causée grâce à l'action d'un gaz comme par exemple l'argon. Donc, les températures qui sont sous le point de congélation donc, vont créer une formation de glace et donc avec une rupture des membranes cellulaires. On n'a pas à ce moment-là besoin de mettre des plaques sur quelques parties du corps. Donc, certaines personnes vont faire un monitoring donc, de la température, direct de la température, mais ce n'est pas essentiel. Mais je dois dire que ces deux techniques sont utilisées avec l'imagerie pour insérer l'aiguille là où il faut. Maintenant, on regarde ici, on fait l'ablation pour des petites masses rénales, donc qui sont de la taille de moins de 3 cm, dépendamment donc et dépendamment aussi où
est située. Donc, ça, c'est un point important. Où se situe la masse? Si elle est plus sur l'arrière, le côté ou plus bas, donc on préfère qu'elle soit un peu plus loin du rein. Donc, on voit que dans certains cas, on peut avoir des lésions à certains organes qui sont donc adjacents. Donc, pour certains candidats, donc c'est un peu plus difficile parce qu'ils ont d'autres problèmes et aussi il peut y avoir des problèmes au niveau du système de collecteur, par exemple. Il y a certains endroits, comme je disais, qui pouvaient créer des lésions à d'autres, dans certains cas, des lésions à d'autres organes, mais c'est souvent considéré comme acceptable si c'est le muscle, le, le foie, par exemple, ou la vésicule biliaire. Mais bon, certaines lésions sont considérées acceptables. Donc, on fait l'ablation pour certains candidats qui peuvent plus difficilement tolérer la chirurgie et on discute donc des candidatures lors d'une rencontre de groupe qui est multidisciplinaire. Donc, l'ablation est normalement une procédure, une chirurgie d'un jour. Donc, les patients reçoivent donc une sédation, une anesthésie locale. Donc, on met une sonde dans la masse, on la fixe en utilisant différentes méthodes. On peut aussi faire une ponction additionnelle pour injecter de l'air ou des fluides. On peut utiliser certains gaz et l'ablation est normalement faite en fait selon le protocole du manufacturier. Chaque sonde est un peu différente. Et normalement, il y a plusieurs heures de repos avant que le patient puisse retourner à la maison. Donc, la procédure post-ablation, donc, bien sûr, on peut ressentir une douleur au flanc. C'est assez normal. On peut prendre des Tylenol. C'est possible qu'il y ait un peu de sang dans les urines. C'est une chose qui se produit. C'est assez peu fréquent, mais cela se produit parfois. Certains patients vont avoir un syndrome qu'on appelle de post-ablation qui se caractérise par une petite fièvre, un peu de nausée et cette douleur. Et normalement, cela disparaît au bout d'une journée ou deux. Généralement, donc ces symptômes sont assez limités. À notre centre, nous réévaluons le patient un an après la procédure. Et normalement, comme suivi, nous faisons 2 ou 3 scans dans la première année pour nous assurer qu'il n'y a pas de résidus ou bien de récidive ou de récurrence. Dans les 5 premières années, il semble qu'il y a eu quand même des cas de récidive. Si on regarde l'efficacité maintenant de l'ablation, donc par radiofréquence et cryoablation, on l'a vu que c'est comparable à la néphrectomie partielle dans plusieurs études, 3 à 6. Donc, on voit ici qu'il y a peu de différence avec les cancers avec un taux de survie de 5 ans, donc pour des masses de moins de 4 cm. C'est très important de prendre en note que les comparaisons dépendent de la taille et du lieu. Donc, si on choisit bien les patients pour cette technique, les résultats, en fait, s'ils sont bien choisis, les résultats seront meilleurs. Donc, certaines études sont rétrospectives et
peuvent rapporter une cause de mortalité un peu plus élevée, mais comme elles sont rétrospectives, elles contiennent un certain biais, on peut dire. Donc, et cette différence disparaît avec l'appariement des propensions. Si on regarde au niveau des complications, les complications majeures, il y en a, c'est moins de 5 des cas. Certaines choses qui peuvent se produire, donc on parle de saignements qui peuvent parfois requérir des traitements additionnels. Parfois, on peut faire une procédure qui n'est pas très invasive, mettre un cathéter s'il y a un saignement pour donc bloquer, par exemple, le vaisseau sanguin qui est problématique. Je n'ai jamais vu de saignement majeur. C'est arrivé peut-être il y a plusieurs années, mais la technologie semble s'être améliorée depuis. Il y a quand même toujours un petit risque d'infection étant donné qu'il y a une ponction, mais c'est aussi très rare et on peut régler le problème avec les antibiotiques. Maintenant, ici, il peut y avoir des lésions à la vésicule biliaire, par exemple, ou aux intestins, particulièrement au petit intestin, mais les lésions au côlon, pardon, peuvent parfois requérir une chirurgie. Donc, parfois aussi, il peut y avoir des lésions aux nerfs. C'est possible, en fait, c'est assez limité généralement, mais parfois, les gens vont avoir une anesthésie prolongée ou bien permanente du côté de la cuisse qui a reçu la plaque émettrice du courant. Au niveau des complications, on a aussi parfois des lésions à la peau, mais c'est assez peu commun. Ça peut être là où l'aiguille a été appliquée, a été insérée, ou bien là où les plaques ont été appliquées, mais c'est assez peu fréquent. Mais c'est une des raisons, en fait, pour lesquelles on demande aux gens de ne pas mettre de crème, par exemple, sur la peau pour donc éviter ces risques de lésions à la peau. Il y a un certain risque de lésion au système collecteur. Ça peut être assez limité. Ça peut parfois se régler tout seul ou parfois requérir des traitements additionnels. Donc, parfois, ça peut amener à des perte du rein, mais c'est très rare. Et finalement, on peut avoir une lésion pneumothorax, mais c'est aussi très rare et assez facile à traiter, même pour un patient qui est à l'externe. Si ce n'est pas traité, par contre, ça peut être dangereux. Mais on les traite, on traite les problèmes de pneumothorax, donc avec un cathéter qui permet de retirer l'air et on retire le jour suivant. Ensuite, au niveau des résidus et de la récidive, ce sont des choses assez différentes, ces deux concepts. Résidu, donc c'est un reste de tumeur après l'ablation et la récidive, c'est la tumeur qui revient après un certain temps. Donc, on a une marge de 5 mm autour de la masse qui va assurer donc une ablation complète, mais on a à peu près 9 des patients dans nos centres et 6 qui ont eu une ablation qui était incomplète. Généralement, c'était parce que la masse était plus grande. En discutant le caractère approprié de ces traitements,
C'est la raison pourquoi la grandeur des tumeurs est importante, c'est sa variation. Les tumeurs résiduelles récurrentes sont identifiées sur des imageries de suivi. C'est pourquoi nous faisons de manière régulière, autant que possible, ces examens. Ces, et L'interprète s'excuse, le volume du fil audio est trop bas. Son patient où le choix pour l'ablation était marginal sur la base d'inquiétude pour leur caractère médical adéquat pour avoir une chirurgie et la plupart de ceux-ci ont bien performé. Ah, l'imagerie de suivi est critique pour détecter la récurrence. C'est mieux fait lorsque l'imagerie antérieure est disponible pour comparaison, pour voir aussi la différence entre la différence peut être subtile entre le tissu normal du rein et celui qui est de l'ablation du rein. Des groupes de radiologues qui ne composent pas avec l'ablation dira parfois que la tumeur était plus grande ou ils ne savent pas comment l'interpréter et peut donner de l'information confondante et après, on doit le relire dans notre sommaire et les patients sont assez anxieux. Vous avez aussi besoin d'un protocole de masse rénale pour les imageries avec contraste pour voir où est le tissu normal près de l'ablation. Les métastases distantes se produisent rarement, mais une imagerie magnétique ou un scan les identifiera. C'est pourquoi nous devons faire un CAT scan avant une imagerie magnétique parce que l'ultrason n'est pas aussi une technique aussi efficace pour des récurrences. Voici certaines de mes références et je crois que c'est tout ce que j'ai. Alors, je prendrai des questions maintenant. Merci. J'essaie de demander la première question. D'accord. Alors, première question est pourquoi est-ce que l'orphe et la cryoablation est faite sur des petites tumeurs seulement? Une bonne question. Alors, il y a quelques raisons différentes. Je crois que la plus grande raison est c'est difficile de disséquer une manière et de séparer des tissus. Alors, la chirurgie, lorsqu'on fait une néphrectomie partielle, on peut réfléchir à une partie du côlon et ensuite enlever la tumeur. Dans notre cas, on peut injecter de l'air ou du fluide, mais il y a le plus gros, c'est la tumeur, il y a davantage de danger de laisser quelque chose de près. L'autre raison importante pour nous est qu'il y a des limitations physiques à l'ablation. Vous êtes essentiellement en train d'insérer une petite aiguille, alors la quantité de tissu que vous pouvez réchauffer à une certaine distance de la tumeur commence à diminuer à mesure que la puissance de la distance au carré, au cube, devrais-je dire, euh, elle n'est pas assez physiquement possible à moins qu'on utilise de très grosses aiguilles, ce qui créerait du saignement. En cas de cryoablation, des plus grandes tumeurs peuvent être traitées avec des aiguilles multiples. Encore, chaque aiguille rajoute un risque, un niveau de risque. C'est jamais, ça a vraiment été vraiment une bonne technique pour des tumeurs plus grandes. Je m'excuse, je voulais vous dire merci beaucoup. Ceci a été vraiment une discussion très intéressante pour nos patients. Nous entendons davantage et davantage à propos de l'ablation par la cryoablation et de la par radiofréquence en particulier. Nous n'avons pas beaucoup de ressources là, alors nous apprécions que vous nous en parliez et que nous éclairiez là-dessus. Nous avons une autre question, c'est de Yves, et Yves demande qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos d'utiliser l'ablation pour
des sites métastatiques comme le foie qui sont prouvés comme étant têtus et ne répondant pas vraiment à des thérapies systémiques. Alors, traitement des métastases, c'est la maladie métastatique. Toutes les maladies métastatiques ne sont pas les mêmes. Il y a des bonnes données sur le traitement sur toutes les maladies métastatiques. Ce que cela veut dire, c'est qu'il y a peut-être un ou deux sites de maladies, des maladies à petit volume, dans des endroits accessibles qui ne poussent pas trop rapidement. Nous avons fait cela pour les métastases au foie, aux poumons. Ce genre de choses a été fait pour des os. L'inquiétude avec la maladie métastatique, c'est que ça peut être un peu euh, euh, ça peut se répercuter ailleurs, peut réapparaître ailleurs. J'étais avec un patient qui avait 30 métastases au foie et ce n'est pas faisable de traiter autant de sites. Mais si vous avez un endroit au foie, je crois que c'est un traitement raisonnable. Il y a certains organes qui sont moins établis pour des métastases moins établies ou pas établies. Au pancréas, par exemple, il y a une inquiétude qu'on pourrait avoir une pancréatite, mais les foies et les poumons sont raisonnables. Il y a aussi des compromis à faire avec ces thérapies alternatives. On peut traiter des choses qui ne peuvent être vues, inaudibles à l'interprète. D'accord. Je ne sais pas si on a demandé cette question maintenant, mais quelle est la différence entre le RFA et SBRT? Est-ce que vous pourriez brièvement expliquer cela pour notre auditoire? Certes, alors l'ablation par radiofréquence, vous mettez une aiguille dans la tumeur, vous la brûlez ou la congelez directement. C'est très, très ciblé et l'énergie qui est appliquée est refroidissante ou chauffante. Et le FRT est de la thérapie par radiation. Alors, quel est l'acronyme? Je ne m'en souviens plus à ce moment, mais essentiellement, vous focalisez des rayons X, des rayons sur la tumeur. Je crois que la cible avec le RFA est plus facile. Vous confirmez votre position avec le CAT scan et immobilisez votre probe et votre sonde et avec le patient respire habituellement, alors la respiration affectera le ciblage versus ce que je fais, que c'est barré en place. D'accord. Mona, est-ce que tu voudrais demander la question d'Yvonne de l'auditoire? Oui, parce que ça se rattache avec ce dont on parlait. Elle demande, est-ce que vous faites des traitements de radiation au lieu de l'ablation si la tumeur est trop grosse pour l'ablation? Même si je m'appelle radio-oncologue, je ne fais pas de traitement par radiation. C'est la spécificité des radio-oncologues. Les tumeurs, lorsqu'ils deviennent plus larges, la distinction entre les chirurgiens, les radio-oncologues et mes oncologues médicaux. Je ne sais pas si vous avez un oncologue, radio-oncologue sur le panel, mais cette décision est laissée à des différentes spécialités et je n'en connais pas autant de leur côté des choses. C'est bien. Nous avions une discussion au dernier forum à propos de SBRT. Alors, j'apprécie votre réponse et merci pour avoir éclairci cela. Nous avons une autre question d'un patient et elle avait reçu du RFA antérieurement. Je ne vais pas aller dans des détails personnels, mais sa question est qu'il y a environ 2 ans après ce traitement par radiofréquence, elle avait eu des nausées lorsque et ça s'est
mais son appétit n'est jamais pleinement revenu. Est-ce que ce serait un effet secondaire typique? Je ne crois pas. Les, les choses qui peuvent être des séquelles long terme de ce genre de chirurgie et qui seraient du côté antérieur, possiblement une blessure à la peau. La nausée peut avoir plusieurs causes. Alors, c'est très difficile pour moi de cibler une chose en particulier. Je ne connais pas s'il y a des mécanismes et je ne sais pas comment cela. Ce n'est pas nécessairement rattaché au traitement par radiofréquence. Peut-être qu'elle devrait parler à son médecin. Oui, comme j'ai dit, il y a plusieurs causes à la nausée. La nausée n'est pas quelque chose que l'on comprend bien. Et il y a des médicaments, les conditions médicales et aussi d'autres enjeux qui causent la nausée. Alors, c'est une de ces choses que, en termes plus généraux et pour le reste de ma pratique, qui est très difficile à traiter souvent parce qu'on n'a pas une bonne compréhension des besoins biologiques de la nausée. Bien, merci. Mona, tu en as une de plus et ensuite on peut dire que c'est la fin. Et est-ce qu'une cryoablation peut être faite sur le même site plus d'une fois si la progression? Oui, en fait, c'est pourquoi nous faisons des imageries de suivi. Je dis aux patients que je m'attends. Ça dépend de la grosseur de la masse et sa localisation exacte, mais en moyenne, je m'attends à une 90 des chances que ce soit parti après le premier traitement. Si c'est relativement petit 95 ou des fois 100 mais nous faisons de la surveillance pour s'assurer que si cela revient, que ça devient visible au CT, à l'IRM et on peut le traiter lorsque ça revient. C'est relativement petit et le traitement va être assez simple. Ceci est pour regarder sur de la récurrence au site de l'ablation. Si vous parlez de un autre site, alors ça en revient à la question à la maladie métastatique et c'est une autre discussion. D'accord, merci. C'est de la bonne information. Nous allons terminer. S'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, comme nous avons mentionné antérieurement, nous trouverons la manière qu'on pourrait obtenir les réponses pour vous. On pourrait peut-être vous parler un autre moment et en privé et peut-être avoir quelques réponses qui n'ont pas été répondues aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour vous joindre à nous. Je l'apprécie vraiment et j'espère que vous appréciez le reste de votre dimanche. Alors, nous vous avons trouvé. Peut-être qu'on viendra vous chercher à nouveau. Merci pour m'avoir invité. Prenez soin de vous.